Bonjour. Je vais donc vous parler de tests CSS. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en salle de travail, il y a un quart d'heure, on vient de me dire que ça n'existait pas. Donc je vous garantis que ce qu'on va voir existe. Par contre, mon propos aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre de tester votre CSS à tout prix. Et mon propos, c'est plutôt de vous montrer comment moi, je suis arrivé à en tester, pourquoi je l'ai fait, vous donner les billes sur ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a appris et pourquoi j'en ai eu besoin. Vous gardez ça dans un coin de votre tête, et si un jour, vous en ressentez le besoin dans un cas particulier, vous saurez retrouver ça dans votre mémoire ou dans le repo GitHub que je vous donnerai un peu plus tard. Donc moi, je m'appelle Fabien, je suis dev front depuis 2006 professionnellement, et je codais déjà un petit peu avant. Et j'ai toujours fait du CSS, ou plus que du JS, mais j'en ai toujours fait. J'ai toujours adoré ça. Et malgré tout, comme beaucoup de mes collègues, et comme encore un speaker hier sur une conf CSS, j'ai toujours trouvé ça un peu mystique. Je ne comprenais pas toujours pourquoi ça marchait. Je ne comprenais pas non plus quand ça ne marchait pas. Mystique quand ça marche moyennement, c'est aussi parfois magique, c'est parfois diabolique. Je pense que si vous êtes venu, c'est que vous en écrivez aussi, et je suis prêt à parier que vous vous êtes déjà ressenti dans cette situation. Il y a un truc qui m'est revenu en mémoire en préparant la presse, c'est qu'en 2019, Chris Coyier s'était amusé à créer des badges, comme dans les jeux, des achievements, des réussites. Et parmi ces badges, alors au même niveau que reconnaître la regex écrite par quelqu'un d'autre, il y avait refacto une grosse partie de CSS sans tout casser et réussir à centrer quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir ces badges. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier en CSS qui fait qu'on ne le teste pas? Ou juste, qu'est-ce qu'il y a de particulier en CSS? Il y a beaucoup de différences, mais il y en a une qui a retenu mon attention, parce que je n'avais pas pensé, c'est qu'il existe des langages impératifs et déclaratifs, source Wikipédia. Un type de langage impératif, ça serait le JavaScript, qu'on connaît bien si on est front. Et le principe, c'est qu'on déclare des variables, donc c'est déclaratif sur la déclaration de variables, mais ensuite, on fait appel à des fonctions successivement, on maîtrise l'ordre, et ce qu'on va faire, tout logiquement, c'est tester selon une entrée, qu'est-ce qui est en sortie. On teste notre chaîne, on est content, tout va bien, on est serein. Par contre, en CSS ou avec tout autre langage déclaratif, on déclare une variable, on en déclare une autre, enfin on attribue à une propriété une valeur, donc on déclare, on redéclare, on surdéclare, on redéclare. Et en fait, on a juste dit à notre page, voilà, le résultat, c'est ça. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de fonction, il n'y a rien de compliqué. Donc, pourquoi on testerait ça? Et jusqu'à un point de ma carrière, ma réponse a toujours été, j'ai pas besoin de le tester. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'essaye pas de vous convaincre qu'il faut tester votre CSS. Moi non plus, je le testais pas. Mais en 2018, j'ai changé de poste et j'ai rejoint l'ASG, la Société Générale, pour une mission un peu, pas particulière, mais qui changeait de mes habitudes jusque-là. Je suis arrivé là-bas pour prendre le lead sur le dev d'un design system. Autrement dit, écrire et maintenir des dizaines de fichiers CSS, énormément de lignes de code, qui, une fois publiés, seront réutilisés par, au début, quelques projets, mais aujourd'hui, plusieurs centaines. Donc autant vous dire qu'avoir entre les mains un langage mystique qu'on met en prod, qui est utilisé par plusieurs centaines de projets, fois le nombre de développeurs qui sont tout autour de nous sur un plateau, quand on livre, déjà, je pense que les développeurs, vous en connaissez sûrement, qui sont critiques, même quand ça marche. Quand vous intégrez des bugs dans leur code, vous imaginez qu'on n'est pas très serein. Donc de là, j'ai ressenti, moi, le besoin de me rassurer un peu sur ce que je livrais, et donc de tester mon code. Alors le CSS, on va pouvoir le tester à différents niveaux. À gauche, c'est au moment où on écrit notre code. Donc on écrit du SCSS ou autre préprocesseur si on en utilise un, qui lui va générer du CSS. Ce CSS, on va le livrer à un browser qui va afficher un rendu graphique. Donc sur cette chaîne, on peut avoir des incertitudes sur est-ce que mon algo SCSS est correct? Est-ce qu'il a vraiment généré le CSS que j'espérais? Est-ce que mon CSS, est-ce que la cascade CSS, les surcharges, m'ont pas fait une blague? Et est-ce que je ne me suis pas moi-même
marché sur les pieds et introduit une erreur. Est-ce que quand je modifie une variable ou un bout de code, dans mon SCSS, est-ce que j'ai pas explosé quelque chose qui est à l'autre bout de l'appli et dont j'ai aucun moyen, que j'ai pas d'autre moyen de vérifier que de parcourir toutes les pages et vérifier à l'œil si ça a marché. Et du côté affichage, bah là c'est plus simple, c'est est-ce que ce qui s'affiche, c'est ce que j'espérais. Et est-ce que ce qui s'affiche, c'est toujours ce que j'espérais après que j'ai livré. De là, voilà toute la to-do list de ce qu'on va tester aujourd'hui dans la démo qui arrive. Donc on va vérifier le CSS qui est généré. Et quand je dis vérifier, c'est pas le générer, regarder dans le navigateur ce qui s'affiche. C'est vraiment, on va écrire un test qui automatise ça. On va afficher dans la console l'impact d'une modif sur notre code. On va vérifier le rendu d'un élément dans la page ou carrément vérifier tout le rendu, l'intégralité du rendu dans le navigateur. Niveau outils, ce qu'on va utiliser, c'est Jest pour faire tourner les tests. Ça, ce qu'on va voir, vous pouvez le faire avec n'importe lequel. Si ce n'est pas Jest, votre préféré, peu importe. Node.sass pour builder mon code SCSS. TypeScript et JS. Puppeteer pour manipuler une page. Stylint, je l'ai mis dans un coin. C'est juste pour vous dire que dans le repo, il y a une config qui va bien pour quand on écrit du SCSS, donc vous pourrez la récupérer. Et maintenant, je vais faire ma démo. Alors, pour ça, j'ai créé une page qui sera mon cobaye, que je vais faire tourner tout de suite. Donc, ce qu'on a sur cette page, c'est des boutons de différentes couleurs, un input, un bouton et une card. Des choses assez classiques. Et c'est sur cette page qu'on va se baser pour tout tester. Au niveau du code, j'ai créé un index, un fichier de variables, un fichier avec mes fonctions et un fichier SCSS par composant. C'est assez classique aussi. Alors pour commencer, on va tester, on avait dit l'algo SCSS. Donc j'ai récupéré une fonction SCSS. Pas besoin de comprendre ce qu'il y a à l'écran. En gros, ce qu'elle fait, c'est que je lui donne une couleur. Et elle va si la couleur est foncée, elle va m'envoyer du blanc. Si la couleur est claire, elle va m'envoyer du noir. Ça sert à... Parce que sur les boutons, quand le bouton est clair, le texte s'affiche en noir. Quand le bouton est foncé, ça s'affiche en blanc. Donc c'est toujours lisible et ça respecte un contraste suffisant. Et donc, pour tester ça, je vais dans mes tests. Premier test unitaire. Ma fonction. Hop. Donc pour ça, j'ai besoin donc, de Jest et de la méthode renderSync de Node.sass. Ce que je vais faire, c'est passer à renderSync du code SCSS, en l'occurrence importer mes fonctions et les utiliser sur un sélecteur fictif, quoi. Il est là que pour le test. Par contre, ici on retrouve une valeur comme on fait en JS. Je teste ma méthode avec une valeur et je fais un expect en espérant récupérer du noir. C'est du gris très clair. Donc là, c'est est-ce que quand j'appelle ma méthode avec une couleur très claire, elle m'envoie bien du noir. Ici, c'est une autre manière de faire, c'est je peux importer un fichier que j'ai créé juste pour mon test. On le trouve ici. Voilà, c'est la même chose, mais bon, si vous préférez mettre le texte dans un fichier à part, ça marche aussi. Donc vous voyez bien, renderSync, on lui passe des données, on lui donne un type, enfin on lui dit sous quel format on veut que soit le CSS généré et on expecte. Et là, si vous regardez bien, j'ai dû créer une méthode qui va, entre guillemets, nettoyer le résultat parce que sinon, je me retrouve dans un cas où dans mon expect, je dois j'allais dire à la virgule près, mais à l'espace, au saut de ligne, au caractère près, lui donner ce que je veux en résultat. Donc je vais vous montrer après comment faire un truc plus confortable, mais on va déjà faire tourner les tests une première fois. Alors, je me remets ici. 2, je sais pas.
on va tester que la fonction. Donc je lui passe un motif, le mot fonction, il va tester que le fichier qui contient le mot fonction. Ça c'est du jest. Donc là il teste, tout va bien. Donc il a bien retourné du noir quand je lui passais du clair, il a bien retourné du clair quand je lui passais du noir, et il y a 2 tests parce que j'en ai fait un en important un fichier. Mais comme on a vu, c'est un peu, enfin c'est vraiment pas cool de devoir recopier le CSS. En plus, on est en train de tester que le rendu est le bon. S'il faut l'écrire soi-même, aucun intérêt. Donc je reviens vite fait au slide. Il y a un truc très pratique, c'est le snapshot testing. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait sur autre chose que du CSS? Donc même pas la moitié, et pourtant vous allez voir, c'est vraiment très puissant. En fait, vous faites un expect sur une string quelle qu'elle soit, vous faites tourner votre test une première fois, il va toujours passer, mais le résultat va être enregistré dans un fichier. Ce fichier, c'est votre snapshot, ça devient votre référence. Quoi qu'il se passe ensuite, que vous touchiez votre code ou pas, quand vous réexécutez votre test, tout ce qu'il va faire, c'est vérifier que le rendu est exactement celui qui est dans le fichier. Donc c'est vérifier que vous n'avez pas de modification qui n'aurait pas été anticipée. Comment on utilise ça? Ben ici, moi je reprends mon fichier card avec le gros pâté de CSS que j'ai dû écrire moi-même. Je ne vais pas l'exécuter. Maintenant, je vais plutôt utiliser celui-là. Donc, j'importe mes variables, j'importe ma card, et dans l'expect, je lui envoie le CSS généré, et je lui dis juste, est-ce que ça match le snapshot? Donc là, comme je l'ai dit la première fois, c'est sûr que ça marche, qu'il n'y a pas de snapshot, donc il compare avec rien, ça passe. Et si on regarde dans l'éditeur, il a créé un fichier. Dans ce fichier, il a mis le résultat, ça devient sa référence. Sur toutes les docs de snapshot testing, ils vous disent de le considérer comme du code, c'est-à-dire ce fichier, vous allez le commit. Comme ça, vos collègues qui récupéreront votre code, qui vont manipuler, lancer les tests, eux aussi vont profiter du fait de savoir qu'ils n'ont pas cassé ce qui existait. Par contre, si on arrive sur le fichier card, donc maintenant, si je fais une modif, par exemple, je mets 350, je réexécute le même test. On s'attend à ce qu'il échoue, parce qu'il a détecté une différence. Voilà. Et il me la donne en plus. Il me dit exactement où est la différence. Ce que je peux faire, ce qu'il me suggère, c'est de passer un paramètre U pour update. Là, il y a 2 cas de figure. Soit la modif, j'en voulais pas, ben, ça m'a évité une régression. Soit je la voulais, du coup, je dis à mon test, update le snapshot. C'est ça, j'ai vraiment fait la modification en connaissance de cause. Donc là, c'est une introduction avec les snapshot testing, et je vais vous montrer comment on peut les utiliser de manière très très pratique sur un projet sur lequel on a plusieurs fichiers SCSS. Donc, ici, j'ai écrit un script. Ce qu'il va faire, c'est prendre tous les fichiers qui sont dans le dossier SCSS, donc tous mes codes, exclure certains fichiers comme les fonctions, les variables, l'index. Donc en gros, se focaliser sur mes fichiers de composants. Et pour chacun, il va tester le snapshot. Là, vous regardez, RenderSync en fichier, je lui ai passé le file. Donc j'ai bouclé sur mes fichiers. À chaque fois, il en prend un, il le passe dans la moulinette RenderSync, il crée le CSS, il fait un test snapshot. Donc je reviens ici. J'exécute mon test qui s'appelle all. Ça va marcher, parce que de toute façon, je ne l'ai pas fait tourner avant. Et là, il a créé un gros fichier snapshot dans lequel il y a le résultat CSS de chacun de mes composants.
Si maintenant je vais dans mon fichier variable et que, pour une raison ou pour une autre, je change la variable padding, avant même d'avoir exécuté, d'avoir mis ça en prod ou d'avoir ouvert mon navigateur, je peux réexécuter le même test. Il échoue. Et en plus de ça, il me montre exactement où la variable était utilisée. Donc en fait, si la demande c'était Fabien, on a besoin de changer le padding sur les boutons. Ok, j'ouvre le fichier bouton, le padding il est géré par la variable padding. Bon, c'est facile, je vais dans variable, je change le padding. Et après, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai aucune idée de où c'est utilisé. Je lance mon test, ça me les liste. Et en plus de me lister les fichiers où c'est utilisé, ben, j'ai exactement la ligne de code qui a changé. Et là, c'est à moi de soit faire CTRL-Z, soit updater les snapshots, parce que c'est ce que je voulais faire. Tout va bien. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas le faire. Hop. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a réussi à tester un algo SSS, on a réussi à tester l'impact d'une modif sur une variable SSS. On va s'intéresser maintenant au rendu dans la page. Donc si on revient à ma page d'exemple, c'est pas celle-là. Je peux oublier. Hop. Ça c'est une des demandes qui est sur notre design system. Un designer m'a demandé à ce que les inputs et les boutons côte à côte ou pas, qu'ils aient toujours la même hauteur. Alors, à force de jouer avec des paddings, des line-8, toutes sortes de trucs bizarres en CSS, c'est pas toujours évident, même c'est pas que c'est évident, c'est un peu rébarbatif de toujours aller sur une page, inspecter qu'ils font la même hauteur. Donc on s'est dit, je me suis dit, on va écrire un test. Donc c'est là où j'introduis Puppeteer par rapport à ce qu'on avait avant, que je combine à Jest. En before all, j'instancie un browser, puis une page. J'ouvre ma page de démo ou toute autre page web qui tourne sur un serveur. Et ensuite, je lui demande, j'écris le test. Je veux que les inputs et les boutons aient la même hauteur. Comment on fait ça? Bon, on évalue la page avec Puppeteer. Et là, ce qui est intéressant, c'est cette méthode JS, getBandingClientRect. Ce qu'elle fait, on va profiter du fait que ce soit typé pour montrer le résultat, le type du résultat. Elle retourne quelque chose qui s'appelle DOM-rect sur un élément, et voilà. En fait, on récupère la hauteur, la width, les coordonnées X et Y. Donc, si par exemple, votre besoin, c'est de vérifier que deux éléments sont alignés dans la page, vous pouvez l'automatiser avec un test en vérifiant qu'ils ont le même X. Moi, je voulais vérifier la hauteur, donc ce que je fais en revenant sur le test, je récupère sur le bouton le getBandingClientRect de mon... je lui ai mis un ID. Je récupère sa hauteur, je récupère la même chose sur l'input. J'écris simplement un expect qui vérifie que les deux sont égaux, j'ai mon test. De la même manière, si je voulais vérifier que le bouton qui s'appelle btn-d a la bonne couleur de background, parce que c'est quelque chose qui est écrit dans mon SSS, cette fois, je peux faire appel à window getComputedStyle, qui lui va retourner l'intégralité des propriétés CSS de l'élément avec leurs valeurs. C'est ce qu'on voit dans les DevTools de Chrome. Si vous allez par exemple sur Computed, vous avez la liste complète avec toutes les valeurs. Donc ici, ce que je fais, c'est que je prends mon bouton, je récupère tous ces styles, je récupère uniquement le background color et le color, parce que c'est ce qui m'intéresse, et derrière, je les teste. Si je fais tourner mon test, et un peu plus long, parce que là, il mouline, il lance un Chromium, il ouvre une page. Mais il va y arriver. Voilà. Il a bien testé mes deux
mes deux contraintes, enfin mes deux besoins. Et enfin, on va maintenant aborder je vais vous montrer comment faire un test de screenshot. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand j'ai, au moment où j'ai commencé à travailler sur ce sujet, dit à des collègues que j'allais faire des tests en CSS et les présenter, à peu près 9 sur 10 m'ont répondu « Ah oui, tu vas faire des screenshots ». Alors finalement, j'ai fait plein d'autres tests et les screenshots viennent en dernier, uniquement parce qu'en fait, d'expérience, je crois que j'en ai jamais fait. Et en réfléchissant, le cas qui me paraîtrait adéquat pour ces tests de screenshot, ça serait par exemple si vous utilisez une librairie type Bootstrap, Tailwind ou autre, vous vous dites je vais changer de version, mais je veux que ça soit $1. Donc vous faites un screenshot avant, un screenshot après. Si rien n'a bougé, vous êtes tranquille. Si ça a bougé, au moins vous verrez ce qui a été impacté. Donc le test screenshot, c'est pas très différent du snapshot. En gros, vous ouvrez un navigateur, vous aurez une page, et vous avez juste à appeler image snapshot cette fois, plutôt que to match snapshot. Là, vous vous souvenez de la slide avec le testing snapshot, c'est j'exécute un test, c'est inscrit dans un fichier, je repasse dessus, il vérifie que c'est identique. Bon, c'est la même chose, sauf que le fichier texte est remplacé par un screenshot. Je l'exécute. Vu que c'est du screenshot, snapshot, ça va forcément marcher. Et c'est pas ce qui m'intéresse que ça marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va mettre dans le fichier et ce que je vais en faire après. Voilà. Ici, on voit qu'il a créé un dossier screenshot dans lequel il y a un image snapshot, dans lequel il y a une image. Donc là, il a fait un screenshot de ma page. Bon, elle est mal coupée, ça se configure après au niveau du test. Je l'ai laissé comme ça par défaut. Et si maintenant... Non, je ne peux pas faire ça. Si je décale par exemple la carne... Donc là, j'introduis une modification visuelle. Et je réexécute le même test qu'avant. Alors pendant qu'il tourne, je vous le dis, contrairement au snapshot qu'il faut commit, considérer comme du code, conserver et partager, les screenshots, vu le poids, il vaut mieux pas les commit. Il faut utiliser ça localement et c'est à titre indicatif quand on veut vérifier que l'affichage est conforme. Donc là, ça a échoué parce que le rendu est différent de ce que j'avais dans le screenshot précédent. Et si j'ouvre le dossier, il y a un nouveau dossier qui est apparu, qui est lui le diff output. Et si je regarde ce qu'il y a dedans, hop, j'agrandis. À gauche, j'ai le avant. À droite, j'ai le après. Au milieu, j'ai le diff. Avec en rouge, exactement ce qui a été déplacé. J'aurais imaginé plus, mais je sais pas ce que j'ai... Ouais, je suis passé de 2 REM à 30. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, on voit que ça a bougé, quoi. Donc, algo SCSS testé, impact d'une modif sur notre code testé. J'ai réussi à aller creuser dans un élément HTML pour vérifier qu'il avait bien la bonne valeur sur une propriété CSS. J'ai réussi à vérifier que 2 éléments étaient soit alignés, soit avaient les mêmes hauteurs, largeurs. Ça dépend de ce que je veux tester. Et là, j'ai vérifié que le rendu graphique, s'il a été modifié, qu'est-ce qui a changé. J'avais un dernier bonus, je m'étais dit, je le montrerai si j'ai le temps, mais j'ai 5 minutes, on va le faire rapidement. On a eu un bug une fois, c'est des utilisateurs qui nous disaient les polices ne s'affichent plus. Alors c'était une histoire de fichier qui était plus dispo sur le serveur à cause d'une histoire de cache. Voilà. Je vous ai épargné les détails, mais je me suis dit, pourquoi pas écrire un test. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est pour vous montrer que tester du CSS
c'est une chose, mais ça n'implique pas d'écrire du CSS. En fait, en TS, en Node.js, on sait faire plein de trucs qui permettent de tester tout ce qui se passe autour de notre CSS. Pardon. Donc ce que j'ai fait, c'est, si vous voulez le badge, vous pouvez traduire ma regex. J'ai juste lu en Node.js le contenu d'un dossier font, dans lequel j'ai mes fichiers qui décrivent les font face. Je peux vous le montrer. En gros, j'ai lu ce fichier. Avec ma regex, je vais en extraire ce qui se trouve après font / et avant .ttf. Donc j'ai le nom de la fonte. Et avec du Node.js, vérifier que le fichier qui porte le même nom avec la même extension se trouve au bon endroit dans le bon dossier. Non, toujours pas. On revient sur le test. Donc j'utilise ma regex, je match tous les endroits où il trouve un nom de fonte, parce qu'il peut y avoir plusieurs font face dans le fichier. J'exclus tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne matche pas, et ensuite je fais tourner avec it.each un test sur chacun des noms de fonte, et j'utilise la méthode existSync pour vérifier que ce fichier existe réellement. Ah oui, non. C'était pas comme ça. Il passe. Et si je m'amuse à... Enfin, pourquoi je m'amuse pas, mais si je déclare une font face avec un... Si je me trompe dans le nom du fichier, ou si l'inverse, j'écris le bon chemin, mais que le fichier, du coup, comme dans mon cas, le fichier n'existe plus, là, j'ai un test automatique qui va me le dire. Et voilà. Donc on a rempli la to-do list avec un petit bonus sur les fontes. On peut tester l'algo SCSS, on peut inspecter précisément ou largement le rendu dans la page. On peut mesurer l'impact d'une modif sur son code avant même de l'avoir affiché sur une page. Et dans mon cas, moi, c'était suffisant pour me rassurer avant de mettre en prod. Merci. Il y a 2 minutes, s'il y a des questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport aux animations. Enfin, vu que c'est des screens, si je fais une animation, comment on peut tester ça? Ah, tu veux dire sur les screenshots? Ouais. Je sais pas, mais je pense que c'est pas possible. Enfin, ou alors, il faudrait que tu pourrais, à mon avis, tester le rendu final une fois que ton animation est terminée. Par contre, si c'est une animation en boucle, je pense que dans ton screenshot, tu verras l'état avant qu'elle démarre. Ou peut-être un état aléatoire. Ça dépendra à quel moment il aura fait son screenshot. Mais je pense pas que... Enfin, j'ai pas de solution pour... Ça marche, merci. Toi, tu voudrais faire une espèce de pas à pas tout au long de l'animation. Ouais, je pense pas qu'on puisse. D'abord, merci pour la présentation. On sait que le CSS et le rendu, il n'est pas toujours le même sur différents navigateurs. Comment est-ce que tu peux vérifier ça? Alors, Puppeteer, on peut l'utiliser en lui passant des configs pour utiliser différents navigateurs. Quel navigateur tu cites par exemple? Alors, je sais que Chrome, Firefox et Edge, c'est sûr. Ouais. Safari, ça ne m'étonnerait pas non plus. Après, je sais pas s'il y a des choses, si tu penses à des choses plus exotiques, mais... Oui, je pensais à Safari, mais de mémoire, il n'est pas supporté je peux pas te le garantir, il faudrait vérifier, mais... Pas de souci. Bon, je pense que c'est dispo. Okay. Merci.